Et si la Chine n'avait pas récupéré Hong Kong en 1997? Salut à tous, bienvenue dans une uchronie explosive. Et si la Chine n'avait pas récupéré Hong Kong en 1997, restant sous tutelle britannique au-delà de 2000, pourquoi cette date est-elle clé? Quels auraient été les enjeux, les alliances et l'évolution jusqu'à aujourd'hui? Nous allons plonger dans l'histoire de la Chine, ses relations avec l'Occident et analyser comment une tutelle prolongée aurait freiné son essor, tout en imaginant qui en aurait profité. Préparez-vous pour une vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche et embarquez dans ce voyage historique. Contexte historique. Pourquoi 1997 et 2000? En 1842, après la première guerre de l'opium, la Chine cède Hong Kong à la Grande-Bretagne via le traité de Nankin, marquant un siècle d'humiliation coloniale. En 1898, les nouveaux territoires sont loués pour 99 ans, fixant la fin de la tutelle britannique au 1er juillet 1997. Cette date voit Hong Kong revenir à la Chine sous le principe un pays, deux systèmes, un triomphe pour Pékin. Mais pourquoi 2000? Cette année symbolise la consolidation de la Chine post-rétrocession, avec une croissance économique de 8% et une intégration mondiale croissante juste avant son entrée à l'OMC en 2001. Imaginons que des négociations échouent en 1997, prolongeant la tutelle britannique au-delà de 2000, peut-être à cause d'une pression occidentale ou d'une instabilité interne chinoise. Pourquoi cette situation? Relation avec la Grande-Bretagne. La relation sino-britannique a été marquée par des tensions coloniales. Après la rétrocession de 1997, la Grande-Bretagne conserve un intérêt stratégique à Hong Kong, un hub financier mondial. En 2000, les relations sont stables mais prudentes, avec des différences sur les droits humains à Hong Kong. Si la rétrocession échoue, cela pourrait résulter d'une pression britannique, soutenue par les États-Unis, pour maintenir Hong Kong comme un bastion anticommuniste, ou d'une faiblesse chinoise post-Tiananmen, 1989. Deng Xiaoping, architecte des réformes, avait insisté sur la souveraineté, mais une crise interne aurait pu retarder cette reprise. Action de la Chine, avant, pendant et après. Avant 1997, préparation stratégique. Sous Mao, la Chine revendique Hong Kong mais tolère la tutelle britannique pour des raisons économiques. Dès 1978, Deng Xiaoping initie les réformes, ouvrant la Chine au marché mondial. Shenzhen, près de Hong Kong, devient une zone économique spéciale attirant des investissements via le hub financier. En 1984, la déclaration sino-britannique scelle la rétrocession, mais Pékin prépare déjà son contrôle. Pendant 1997-2000, échec hypothétique. Dans notre uchronie, les négociations échouent en 1997. La Chine, affaiblie par des troubles internes ou une pression occidentale, ne peut imposer sa souveraineté. Jiang Zemin, président en 2000, tente une diplomatie agressive, mais l'URSS disparue et un soutien arabe limité laissent Pékin isolé. Hong Kong reste britannique avec une garnison renforcée. Après 2000, résistance et adaptation. Sans Hong Kong, la Chine stagne économiquement. Le PIF, qui gérait 40% des flux financiers chinois en 1997, reste sous contrôle occidental, freinant les investissements. Pékin se tourne vers Shanghai comme hub alternatif, mais sans le dynamisme de Hong Kong, la croissance ralentit à 4-5% par an. Politiquement, le CCP durcit son contrôle, craignant des révoltes internes. Histoire politique et relations avec l'Occident. La Chine, sous le CCP depuis 1949, a oscillé entre isolation maoïste et ouverture sous Deng. En 2000, Jiang Zemin consolide les réformes, mais Tiananmen a terni l'image chinoise. Sans Hong Kong, les relations avec l'Occident se tendent. Les États-Unis imposent des sanctions, retardant l'entrée à l'OMC. La Grande-Bretagne, soutenue par l'OTAN, maintient Hong Kong comme une enclave pro-occidentale, exacerbant les tensions sino-britanniques. Frein imposé par la tutelle britannique. Économie, Hong Kong, représentant 18% du PIB chinois en 1997, reste un moteur occidental privant Pékin de revenus. La croissance stagne, limitant les investissements dans l'industrie et la technologie. Géopolitique, sans Hong Kong, la Chine perd un levier diplomatique, restant marginalisée face à l'OTAN. Social, la jeunesse chinoise, frustrée par l'humiliation coloniale, alimente des mouvements nationalistes, menaçant la stabilité du CCP. Technologie, les restrictions occidentales sur les transferts technologiques ralentissent l'innovation chinoise. États-Unis, en soutenant la tutelle britannique, les USA renforcent leur domination en Asie, utilisant Hong Kong comme base militaire et financière. Leur PIB dépasse les 20 trillions en 2025, contre 10 pour la Chine.
Japon. Sans une Chine forte, le Japon consolide son influence économique en Asie, attirant les investissements détournés de Pékin. Inde. L'Inde, émergente dès les années 2000, capte les marchés asiatiques, devenant un rival régional avec un PIB de 5 trillions en 2025. La Grande-Bretagne, bien que bénéficiaire initiale, perd à long terme face à la montée des USA et de l'Inde. En 2025, la Chine est une puissance régionale limitée. Son PIB atteint 10 trillions de dollars, loin des 18 trillions réels. Politiquement, le CCP maintient un régime autoritaire, mais des révoltes éclatent dans les zones rurales. Socialement, la fracture urbaine-rurale s'aggrave avec une classe moyenne réduite. Hong Kong, sous tutelle britannique, prospère comme Singapour, mais devient un point de tension sino-occidental. La France, l'Allemagne et d'autres pays européens renforcent leurs liens avec les USA, marginalisant la Chine. L'Asie, dominée par l'Inde et le Japon, voit une Chine freinée, incapable de rivaliser avec l'Occident. Si la Chine n'avait pas repris Hong Kong en 1997, son ascension aurait été freinée, laissant les États-Unis, le Japon et l'Inde dominer l'Asie. Cette uchronie montre l'importance d'un moment clé pour l'histoire mondiale. Que pensez-vous de ce scénario? Dites-le en commentaire, likez et abonnez-vous pour plus d'Uchronie.